Dans cette section, nous allons nous intéresser à une autre notion qui est le courant électrique. On a déjà vu ce qu'était une tension ou une différence de potentiel entre deux points. On a parlé un peu d'énergie électrique. Maintenant, on va plutôt parler de courant électrique. Par définition, le courant représente la quantité de charge qui passe à un endroit donné par unité de temps. On veut savoir, si on regarde un endroit donné d'un circuit, combien de coulombs de charge il va passer à chaque seconde qui va s'écouler. Donc, le courant moyen aura par définition la variation de charge qu'il va y avoir dans un intervalle de temps delta t donné. Les unités pour le courant, ça va être des ampères. Et des ampères, bien sûr, ça va être des coulombs par seconde. Si je veux avoir le courant, on va appeler le courant instantané, j'ai juste à regarder la variation de charge qui va se produire pour un intervalle de temps très très court. Donc ça revient à faire la dérivée de la charge par le temps. On appelle ça le courant instantané ou tout simplement le courant et on le note I. Un élément qui est extrêmement important pour la suite de la résolution des circuits électriques qu'on va voir, c'est la convention suivante. On vous dit le sens du courant est donné par celui des charges positives, même si en réalité ce sont les électrons qui se déplacent dans le fil. On sait que ce sont les électrons qui sont de charge négative qui vont se déplacer dans un fil. Mais par convention, parce qu'à l'époque, on ne savait pas si c'était des charges positives ou négatives qui se déplaçaient, on avait décidé que ce serait le mouvement des charges positives qui donnerait le sens conventionnel du courant. Ça veut dire que quand des électrons vont se déplacer, par exemple, de droite à gauche, le courant, réellement, lui, va être de gauche vers la droite. Parce que des charges négatives qui se déplacent de droite à gauche, c'est équivalent à des charges positives qui se déplaceraient de gauche vers la droite. Donc, cette convention-là va être très importante. Ça ne change rien pour résoudre nos problèmes. Deuxième point, on vous dit le courant s'écoule toujours des potentiels les plus élevés, donc les plus hauts, vers les potentiels les plus bas. Donc, le fait d'avoir choisi un sens conventionnel pour le courant en suivant le sens des charges positives, ça fait en sorte que quand on va être à des potentiels plus élevés, le courant va avoir tendance à s'écouler vers les potentiels plus bas. Et ça, c'est un avantage parce que c'est très intuitif. Tu es habitué sur Terre qu'un objet est haut, éventuellement, il va avoir tendance à vouloir redescendre. Donc, tout ce qui monte redescend. Si je mets des objets sur une table, éventuellement, ça se pourrait qu'ils se ramassent sur le sol. L'eau va s'écouler toujours du haut d'une rivière vers le bas de la rivière. Donc, ça va être la même chose pour le courant électrique. Le courant s'écoule toujours des potentiels les plus hauts vers les potentiels les plus bas. Et à partir de ça, on peut se faire une très belle analogie avec l'écoulement d'une rivière. Donc, l'eau veut toujours s'écouler des endroits plus hauts vers les endroits plus bas. Donc, dans cette analogie, on pourrait dire que le potentiel électrique, c'est comme la hauteur de la rivière. La charge électrique, ce serait la quantité d'eau qu'on a disponible. Alors que le débit serait équivalent au courant. Donc, on a une rivière qui va s'écouler d'endroits plus élevés vers des endroits plus bas et le courant va s'écouler dans ce sens-là. Encore une fois, le potentiel, c'est comme la hauteur de la rivière. La charge, c'est la quantité d'eau qu'on a. Et le courant, c'est la quantité d'eau qui va passer par seconde. Et ce serait l'équivalent du débit. Si on regarde sur le dessin ici, on pourrait avoir une glissade. Donc, ça prend de l'énergie pour faire monter la personne en haut de la glissade. Ça pourrait être une pile qui pourrait faire ce rôle-là. Et une fois qu'on est en haut, l'enfant qui va glisser va avoir tendance à s'en aller, bien sûr, vers le bas. Donc, on va passer des points les plus hauts vers les points les plus bas. Donc, si on regarde pour une charge, ça va être la même chose. On va partir de la borne positive de la pile, qui est à un potentiel plus élevé, et on va se rendre jusque à la borne négative qui est à un potentiel plus bas. Et là, rendu en bas, là, on est comme au bas de l'échelle. Il faudrait remonter notre échelle. Ça va prendre encore une fois de l'énergie et c'est la pile qui va fournir cette énergie pour que la charge puisse remonter à des potentiels plus élevés. Regardons maintenant de plus près quels sont les éléments qui vont pouvoir influencer le courant dans un fil. Donc, prenons par exemple des charges. Je pourrais avoir mes charges négatives qui sont dans mon fil qui se déplaceraient à une vitesse qu'on va appeler une vitesse de dérive VD. Donc, la vitesse VD qui est ici, c'est, si on veut, la vitesse moyenne des électrons quand je vais venir appliquer une différence de potentiel à ces bornes. Mais c'est une vitesse qu'on dirait vectorielle, c'est-à-dire
Je pourrais avoir un électron qui se déplace dans un sens, je pourrais en avoir un autre qui se déplace dans l'autre, mais en moyenne, quand je vais avoir une différence de potentiel, il va y avoir une petite tendance d'un côté à une vitesse donnée qu'on va appeler la vitesse de dérive. Dans un fil, les électrons, habituellement, là, même quand il n'y a pas de différence de potentiel, c'est environ 10 000 km par seconde que les électrons vont se déplacer chacune. Donc, si je prends là, leur vitesse absolue, mais ils peuvent être dans toutes les directions. Quand je n'ai pas de différence de potentiel, finalement, ma vitesse de dérive, elle est zéro. Parce que je peux avoir un électron à 10 000 km par seconde dans un sens, puis un autre à 10 000 km dans l'autre sens, et donc ça va s'annuler. Leur vitesse vectorielle, si on veut, va être de zéro. On dirait que la vitesse de dérive est nulle à ce moment-là. Bien que, individuellement, en valeur absolue, là, leur grandeur de vitesse est autour de 10 000 km par seconde. Quand je vais venir appliquer une différence de potentiel, il va y avoir un léger décalage. Donc, par exemple, il y en a une, au lieu d'aller à 10 000 dans une direction, ça se peut qu'elle aille à 10 050, alors que dans l'autre direction, ça va peut-être aller à 9 900 km par seconde. En moyenne, il va y avoir une tendance à aller d'un côté, qu'on va appeler la vitesse de dérive. Et on va se rendre compte que la vitesse de dérive dans les fils, elle est très, très petite. En fait, la vitesse des charges vectoriellement, donc vitesse de dérive, va être de l'ordre des dixièmes de millimètre par seconde, donc ce qui est très, très lent comme vitesse. On va regarder qu'est-ce qui peut venir influencer le courant si je connaissais la vitesse de dérive de mes charges, la surface de la section. J'ai mis le A qui est ici, on va le redéfinir par la suite. La longueur L du fil. Bon, le courant moyen, on avait dit que c'était la variation du charge par unité de temps. On va définir un nombre qu'on va appeler N minuscule, qui va être le nombre d'électrons libres par unité de volume. Si vous regardez les unités, ça va être des électrons libres par mètre cube. Dans un conducteur, on va avoir un certain nombre d'électrons qui vont être libres. Donc, dans un mètre cube de ce conducteur-là, je vais en avoir combien d'électrons? Donc, ça, c'est une valeur qui soit va être connue ou qui peut être facilement calculée par des propriétés des matériaux. A, on va dire, c'est l'aire de la section transversale du fil en mètres carrés. Donc, si vous prenez votre fil, donc, habituellement, c'est de forme cylindrique, si vous coupez votre fil, puis vous regardez au bout, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un cercle. Donc, c'est l'aire du cercle que l'on voit. Ça va être ça, l'aire de la section transversale. Ce n'est pas l'aire du cylindre. C'est l'aire de ce que voient les électrons quand ils vont se déplacer dans le fil. Qu'est-ce qu'ils voient quand ils avancent? Bien, ils voient tout simplement un cercle au bout. L, ça va être la distance parcourue par les électrons dans un temps considéré. C'est une longueur L de fil sur laquelle les électrons vont se déplacer. Et VD, on avait dit que c'était la vitesse de dérive des électrons libres en mètres par seconde. Donc, si on veut essayer d'écrire le courant moyen qu'on va obtenir dans le fil, on va juste se dire que le courant moyen, on a vu que c'était delta Q sur delta T. Donc, on va essayer de réécrire delta Q autrement. Donc, delta Q, c'est une quantité de charge. Mais la quantité de charge qu'on va avoir, ça pourrait être égal à N, le nombre d'électrons libres par unité de volume, donc le nombre d'électrons libres par mètre cube, fois le volume, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner le nombre d'électrons libres. Multiplié par la charge d'un électron, ça va me donner la quantité de charge totale. Donc, le nombre d'électrons libres par mètre cube fois le nombre de mètres cubes fois la charge de chacun va me donner finalement la quantité de charge qu'on va avoir. Le volume, lui, il est égal à quoi? Ben, c'est l'aire de la section fois la longueur. Donc, je peux remplacer ça dans mon expression. Je vais avoir delta Q va être égal à N fois le volume qui est A, l'aire fois la longueur. Et j'ai aussi le fois la charge élémentaire. Donc, I moyen va être égal à NaLe sur l'intervalle de temps delta T. Parce que le courant moyen, c'était la quantité de charge par unité de temps. Finalement, L sur delta T, ça, c'est une longueur, une distance qui va avoir été franchie par les électrons dans un intervalle de temps donné. C'est exactement la définition de la vitesse de dérive des électrons. Je peux le remplacer par VD ici. Finalement, on en arrive à la conclusion que le courant est égal à N fois E fois A fois VD. Donc, le courant va dépendre
du nombre d'électrons libres par unité de volume, dépendent de la charge élémentaire E, de l'aire de la section ainsi que de la vitesse de dérive. Donc, on a été capable d'évaluer la vitesse de dérive des électrons tout simplement en prenant le courant divisé par NEA et ça nous a donné la vitesse de dérive. C'est comme ça qu'on a pu évaluer à quelle vitesse en moyenne les électrons se déplaçaient dans un fil pour se rendre compte que c'est très très lent. La vitesse des électrons est très très lente en moyenne si on regarde l'aspect vectoriel, donc on tient compte de la direction. Bien que leur vitesse générale est quand même assez élevée, autour de 10 000 km par seconde, et le courant lui-même, le courant I, ça voyage à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. La vitesse à laquelle l'information d'un courant que je pourrais envoyer d'un point A à un point B, ça voyage très, très, très rapidement. C'est à la vitesse de la lumière.